président délégué. Exactement. Et on rajoute salarié. C'est ça qui est nouveau au Girondins de Bordeaux. On est tous surpris. Nicolas de Taverneau disait on est peut-être au bout d'un système. Il fallait changer. Je ne sais pas s'il fallait changer. Le fait d'être salarié finalement correspond à une fonction peut-être qui est un tout petit peu différente. Je suis là au jour le jour, toute la journée, et donc comme un employé, comme n'importe quel employé du club. Donc je pense que c'est plus un changement organisationnel que vraiment un changement lié au statut de salarié. Comment on devient président des Girondins de Bordeaux alors que ça fait à peine 8-9 mois qu'on est là? Vous avez convaincu? Vous avez poussé les portes? Bon, il y avait un calendrier au moment où la décision a été prise qui était lié, je pense, au départ à la retraite de Nicolas de Taverneau qui était prévu pour février 2018, si je ne me trompe pas. Et donc qui pouvait justifier une volonté de passage de témoin, donc de ne pas avoir à la fois un changement de représentant de l'actionnaire et un changement de président. Donc je pense que c'est essentiellement ça qui a motivé Nicolas de Taverneau pour faire ce changement. Après, son calendrier personnel a évolué très récemment et il a été reconduit pour 2 ans de plus à la tête du directoire de M6. Mais je pense que cette démarche s'inscrivait par rapport à son départ à la retraite à lui. Donc voilà, non, j'ai pas poussé de porte. Donc c'était un moment où effectivement la création de ce poste de président délégué a été envisagée, et les 9 mois que j'ai fait comme administrateur, donc en apprenant à connaître le club et ses acteurs principaux, ont fait que Nicolas de Taverneau m'a fait cette proposition. Et là, vous dites oui tout de suite? Oui. On ne réfléchit pas? Non. Non, bah écoutez, c'est une opportunité particulièrement intéressante. J'étais à un âge et à un moment de ma carrière où de toute façon j'avais envie de changer, de faire autre chose. J'avais plus de 20 ans dans des banques, sur des jobs finalement avec assez peu de variété, donc j'avais envie de changer, et changer dans le domaine sportif aux Girondins de Bordeaux, ça se refuse pas, ça se réfléchit pas. C'est quand même un autre monde, parce que vous passez de, excusez-moi, de l'anonymat à un poste qui devient forcément médiatique parce qu'on est aux Girondins de Bordeaux. Oui, absolument, oui, c'est bon. À beaucoup d'égards, c'est une autre vie, un changement radical. C'est vrai que je pense que le point le plus nouveau, c'est cet aspect médiatique, puisqu'évidemment, en travaillant dans une banque, on est assez anonyme, à part les postes de directeur général qui sont un tout petit peu exposés, d'ailleurs en général plutôt dans des circonstances négatives que positives, mais c'est vrai que c'est une découverte sur cet aspect-là totale. Après, pour le reste, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Je pense que ce job de diriger un club de foot professionnel est très atypique, donc il n'y a pas de préparation idéal, il n'y a pas de profil idéal. Et d'ailleurs, on voit dans le renouvellement qu'il y a en ce moment sur les postes de président ou de directeurs généraux de clubs de foot, qu'il y a des profils assez variés, alors qui viennent assez souvent du monde de la presse ou de la com, parce qu'au moins sur cet aspect médiatique, il y a un peu d'entraînement. Sur l'aspect gestion du club, je pense que de toute façon, il n'y a pas de préparation idéale. Voilà, donc dans les atouts que je peux avoir par rapport à mon expérience, il y a le fait d'avoir travaillé dans un milieu assez international, assez réactif, avec des prises de décision rapides et assez intuitives finalement, donc on peut retrouver dans la gestion des dossiers sportifs, notamment au moment des mercatos, etc. Et donc effectivement c'est très différent, mais il y a un certain nombre de compétences qu'on peut développer dans le monde de l'entreprise, en particulier dans celui que j'ai connu sur les marchés financiers. Est-ce que vous êtes armé psychologiquement? Parce que quand tout va bien, c'est le meilleur des mondes. Ouais. Mais dès que ça va moins bien, les supporters peuvent se retourner contre vous, l'opinion peut se retourner contre vous. Est-ce que vous êtes armé, vous, mais aussi votre famille? C'est aussi ça. Armé, bon, on se rend compte si on est armé quand ça arrive. Préparé, oui, bien sûr, parce que je me fais pas d'illusions sur le fait que, comme vous dites, il y a une partie irrationnelle, impulsive, par rapport aux résultats de l'équipe, et donc je me fais absolument aucune illusion là-dessus, et donc je suis préparé. Voilà, ma famille aussi. Bon, heureusement, je pense que globalement dans le foot français et dans le foot en général, c'est quand même assez rare que la pression négative retombe sur la famille. En tout cas, ça reste supportable. Il n'y a pas d'exemple de lynchage familial quand même
dans le foot français. Donc, ce changement de vie ne pouvait passer que par les Girondins de Bordeaux? Ah oui, c'est clair, oui. Pour travailler dans un club, non, j'aurais jamais travaillé dans un autre club que les Girondins de Bordeaux. Et je pense qu'il y a aussi une conjonction de Girondins de Bordeaux, d'un actionnaire avec qui je m'entends bien, avec qui on est sur la même ligne en termes de respect des valeurs du club, d'organisation. Donc voilà, ça aurait été de toute façon les Girondins de Bordeaux, et pas avec n'importe quel actionnaire non plus. Et donc, voilà. Difficile de passer après 21 ans de présidence d'un homme dont on dit qu'il est humain, un peu le papa poule. Vous n'avez pas forcément le même caractère? Non. Difficile forcément, parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est très forte, d'ailleurs y compris pour moi. Moi j'étais aussi avant tout un supporter du club, donc l'image que renvoie Jean-Louis Trio, je la partage totalement. Mais non, parce que finalement, par rapport à ce à quoi je m'attendais, je trouve que l'accueil a été excellent. Donc, comme vous dites, Jean-Louis Trio était très apprécié, et à juste titre, par tous les employés du club. Et personne n'a feint l'émotion ou la tristesse qu'il pouvait ressentir suite au départ de Jean-Louis. Mais ça s'accompagne d'aucune malveillance ou d'aucun sous-entendu quant à mon arrivée. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance et d'ouverture. Donc que les gens soient tristes de voir partir Jean-Louis, ça me paraît légitime, dans la mesure où il était là depuis longtemps et où il était apprécié. C'est pas seulement être là depuis longtemps, parce que s'il n'était pas apprécié, ça aurait pu être du soulagement, mais il était très apprécié, et il l'est toujours, puisqu'il n'a pas quitté le club et il n'a pas quitté la vie du club. Donc c'est finalement moins difficile que ce que je pensais. Parce que je pensais que justement ce côté émotionnel et cette tristesse pourrait créer un petit peu de distance avec les salariés du club, et c'est pas le cas. Est-ce que vous allez vous appuyer sur lui quand même s'il n'est plus président exécutif, pour avoir tout ce qu'il vous faut comme arme dans ce milieu? Bien sûr, donc Jean-Louis Trio, je le rappelle parce que parfois, c'est vrai que comme la communication était un peu rapide et inattendue, donc j'ai pu voir à travers des échanges avec les partenaires du club, on a eu des déjeuners où les gens posaient des questions, donc c'est important de clarifier. Jean-Louis Trio reste au club, il reste président du conseil d'administration, donc dans des fonctions qui sont quand même importante au sein du club. Il continuera à aller au match, et il a eu la gentillesse et l'élégance de me dire qu'il restait disponible, et on s'est déjà parlé à de nombreuses reprises la semaine dernière, 3-4 fois je crois. Il est venu une fois au club, il est venu au match, donc dans la mesure où il a encore une fois la gentillesse et l'élégance de se rendre disponible, ça serait tout à fait stupide de ma part de ne pas en profiter. Donc oui, bien sûr, on a des échanges, et c'est une chance pour moi de pouvoir compter sur lui pour lui demander conseil le cas échéant. Stéphane Martin, quand on accepte un tel poste, on a des craintes, au-delà peut-être des salariés qui se disent mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'il va nous faire, voilà. La crainte, c'est que c'est par rapport essentiellement au résultat du club, qu'il soit sportif ou financier. Le club, c'est d'abord 250 employés, donc déjà c'est une responsabilité vis-à-vis des employés. C'est aussi une responsabilité vis-à-vis des supporters, qui, alors à des degrés moindres, mais enfin il y a quand même beaucoup de supporters pour qui les Girondins de Bordeaux sont une composante importante de leur vie. Donc moi aussi j'ai été supporter, je le suis encore, et on sait tous qu'un lendemain de défaite, on n'est pas d'excellente humeur, mais ça à la limite c'est pas grave. Mais c'est vrai que par rapport aux supporters, si le club venait à régresser, à s'installer dans un ventre mou, ce serait très dommageable, et donc on sent une responsabilité par rapport à ça. Un club de foot, surtout comme les Girondins, qui existe depuis 136 ans, qui a l'histoire qu'il a, ça fait quand même partie du patrimoine commun des Bordelais, des Aquitains en général, donc il y a une responsabilité par rapport à ça, bien sûr. Alors vous avez fait plusieurs interviews, notamment dans le Sud-Ouest, où vous avez expliqué un petit peu la ligne directrice. J'ai lu les réseaux sociaux. Il y a du satisfecit par rapport à vos propos, mais vous allez être attendu au tournant. Est-ce que la ligne directrice de Bordeaux, c'est toujours l'Europe, c'est on va dire les budgets, enfin c'est quoi? La ligne directrice, l'objectif, je pense que oui, c'est d'être européen, sachant que c'est difficile. C'est le niveau du championnat depuis
quelques années a quand même significativement augmenté, donc être européen c'est difficile. Mais oui, c'est un objectif qui a besoin d'être rempli pour coïncider avec le budget finalement. Le budget est quand même dimensionné pour être dans ces places. Alors, il n'est pas dimensionné pour être 3e, mais il est dimensionné pour être autour de ces places qui, 5, 6, 7e, qui peuvent donner lieu à une place européenne. Et évidemment, comme tout club de foot, tous les clubs sont un peu justes budgétairement, donc calibrent un budget en fonction d'une place, et si on est en deçà de l'objectif sportif, on a des difficultés sur le plan économique et sur le plan du budget. Donc ça sera le même discours que Jean-Louis Trio. Oui. Si on est 7e budget, il faut être 7e, et si on peut faire mieux, c'est mieux. Oui, je pense que... Alors après, c'est jamais aussi simple que de dire on a le 7e budget, on est 7e. Je pense que légitimement, il faut fixer un peu au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est Bordeaux. Voilà, parce que c'est Bordeaux. Je pense qu'à budget égal, et c'est pas être angélique que de dire ça, je pense qu'on a des arguments pour attirer des joueurs. Et pas du centre de formation aux professionnels. Parce que pour les jeunes du centre de formation, on a quand même un historique derrière nous d'avoir bonifié des jeunes. Pour les pros, c'est pareil. Il y a des joueurs qui sont arrivés à des moments de leur carrière où ils étaient plus jeunes au sens du centre de formation, mais c'était de jeunes joueurs à confirmer et la plupart d'entre eux ont réussi. Donc là aussi, il y a des arguments. Il y a des arguments autour de la ville de Bordeaux qui est quand même, on le voit, pas seulement pour les footballeurs, la ville préférée des Français, donc ça peut pas ne pas compter. Donc pour tout ça, oui, je pense qu'il faut être réaliste quant au budget, mais viser un tout petit peu plus haut. Et puis aussi parce que, c'est indépendamment de tous les avantages que peut avoir Bordeaux, c'est plus amusant de viser un peu plus haut que là où on est censé être. C'est légitime de se fixer des objectifs un peu plus élevés. Avec l'envie de faire du jeu, comme on peut le voir en ce moment avec ce début d'année 2017, pour remplir le stade, parce que c'est aujourd'hui, quelque part, un peu le point noir. Oui. C'est le gros point noir. Alors là aussi, en étant conscient du fait que c'est compliqué. C'est très lié aux résultats sportifs, c'est aussi lié à la manière. Et puis après, il y a des actions auxquelles il faudra réfléchir tous ensemble, avec les équipes concernées, pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que c'est triste de voir. C'est quoi une meilleure politique tarifaire ? Les prix sont pas très hauts à Bordeaux. Politique tarifaire, je pense que oui, il n'y a plus tellement de marge de manœuvre là-dessus. Il faut réfléchir à des animations, il y a des choses qui sont faites, il faut réfléchir à la manière dont on traite les abonnés, par exemple, qui font partie de la famille. Donc il y a aussi des initiatives qui ont été prises récemment qui vont dans le bon sens. Réfléchir à tout ça. Après, il y a quelque chose sur lequel c'est plus dur pour nous d'agir, c'est l'accessibilité. Et là, on a des remontées, y compris des partenaires, évidemment négatives, parce que on a des temps de trajet, des temps de sortie du stade qui sont trop importants. Donc voilà, bon, ce qui est certain, c'est qu'on a un bel outil, le stade est vraiment superbe. Il y a autour du stade des activités, des restaurants, qui sont supérieurs à ce qu'il y avait à Chabon, donc qui peuvent faire aussi que le fait de ne pas pouvoir sortir dans les 5 minutes est moins désagréable que ça l'aurait été à Chabon, même si ça reste un point négatif, mais c'est sûr que c'est un objectif, c'est ça, absolument. Et puis malheureusement c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'aller dans un stade à moitié plein, c'est pas très drôle, donc ça donne moins envie de revenir que si on avait un taux de remplissage supérieur. Encore une fois, la priorité c'est qu'il y ait plus de gens au stade. Je pense que ça a des effets vertueux au-delà des stricts aspects économiques. Ça motive quand même les joueurs, et puis sur l'image du club aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'image d'un club, le fait d'avoir un public fidèle est très très important. Et donc il y a le nombre, il y a la ferveur, donc ça, heureusement, on l'a jamais perdu. Il y a le COP est toujours plein, mais de l'ambiance. Et contre Montpellier, bon, alors c'était un peu spécial avec l'hommage rendu à Jean-Louis, mais on a vu qu'il y avait une ambiance qui était quand même qui était très bonne. C'est important aussi d'avoir des gens en déplacement pour l'image du club. Moi je viens d'Espagne où il n'y a pas du tout la culture déplacement, et c'est vrai qu'une des magies du foot anglais à mon sens c'est d'avoir le COP visiteur qui est plein. Ça peut être un Sunderland, Bolton avec pour enjeu la 14e place, il y aura 2000 personnes en tribune visiteur, donc ça aussi on l'a. Bon, on est je crois 4e ou 5e club en termes de déplacement de supporters, donc tout ça c'est important. Et moi je crois de toute façon qu'augmenter les tarifs,
en termes de strict impact économique, c'est pas grand-chose. Et on n'est pas prêt aujourd'hui à courir le risque d'avoir encore moins de monde au stade pour un impact qui, encore une fois, c'est pas la ligne la plus importante dans le compte de résultat d'un club de foot, les recettes au guichet. Quel rapport vous avez envie d'avoir avec les supporters? Je sais que vous avez rencontré les Ultras avant Montpellier. Ces rapports sont identiques à ceux de Jean-Louis Trio? Je pense que c'est l'une des grandes réussites de Jean-Louis Trio, il y en a d'autres, hein. Mais c'est les rapports avec le public en général et avec les groupes d'ultra en particulier. Donc il n'y a absolument aucune raison de changer l'approche que Jean-Louis a pu avoir avec les ultras. Tout simplement parce que, encore une fois, on est content d'avoir cette ferveur et il n'y a quasiment jamais de débordement. Donc à partir de là, il y avait une relation de confiance qui était instaurée par Jean-Louis. On dit toujours que la confiance, ça se mérite, c'est vrai, mais là, je pense qu'elle est méritée à travers une relation qui dure depuis 20 ans, enfin depuis quasi même 30, leur création, 20 ans avec Jean-Louis. Donc ce serait totalement absurde de vouloir changer quoi que ce soit, quelque chose qui fonctionne bien. Donc, Quel président vous allez être auprès du staff technique, auprès des joueurs? Distant, pas distant? Alors, distant, pas au sens ou parfois distance a une connotation de volonté d'être distant, c'est disponible pour parler aux joueurs si l'entraîneur en ressent le besoin, mais je pense que c'est pas nécessaire d'être toujours derrière leur dos, de faire des grands discours. Voilà, il y a un staff, un entraîneur en particulier, mais un staff d'une manière générale, 5 entraîneurs qui savent ce qu'ils font, qui ont beaucoup d'expérience et donc qui gèrent le groupe. Après, si ponctuellement il y a besoin de faire entendre une autre voix, une voix de la direction, ben évidemment que je le ferai, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'interférer trop dans la vie du groupe, surtout quand on a une semaine d'ancienneté. Malcolm sera-t-il facile à garder? Parce que Bordeaux peut se le permettre. Moi, je crois que oui. Je crois qu'on peut se le permettre et qu'on en a envie. Après, on peut jamais être sûr de rien. Hein, donc, mais je pense que très probablement, il sera encore bordelais l'année prochaine. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de... Il n'y a pas de proposition. Non. Mais vous avez envie de construire avec lui, avec tous ces jeunes qui sont arrivés oui. et qui commencent à s'éclater bien enfin. Sûr, bien sûr. Et je pense que pour eux aussi, ils sont très jeunes, ils ont leur carrière devant eux, ils ont pas forcément intérêt à courir dès la saison prochaine après le club qui les paiera le plus. Ils ont aussi un plan de carrière à gérer. Et on voit bien. Vous savez, des fois, les plans de carrière, ouais, certains après, disent on va rester et puis il y a des millions qui arrivent. Et... Non, voilà, après ça dépend effectivement si il y a des c'est pour ça que je vous dis, on peut pas à ce stade s'engager en disant Malcolm restera à coup sûr. S'il a une proposition où son salaire est multiplié par 4, 5, j'en sais rien, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Alors, on n'a pas été approché et lui, honnêtement, tous ces jeunes-là sont bien ici. Jovanovic qui vient d'arriver, très heureux ici, il l'a dit dans la presse. Il dit même qu'il aimerait bien rester, voilà. Mais il n'y a pas d'option d'achat. Non. Ça sera compliqué. Ça sera plus compliqué que s'il y avait une option d'achat. S'il y avait une option d'achat, on serait les seuls décisionnaires, mais c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a rien d'infaisable. On peut tabler sur le long terme avec un coach? Alors, c'est souhaitable, c'est sûr que c'est souhaitable, c'est un poste quand même très stratégique où l'aspect, le fait de connaître le club, de nouer des liens avec tous les membres du club sont très importants. Après, il faut aussi être pragmatique. Si on regarde la durée de vie moyenne d'un entraîneur de Ligue 1 dans un club, soit de son fait, soit du fait de sa direction, je pense qu'effectivement c'est inférieur à 3 ans, ouais. Et des entraîneurs qui restent plus de 3 ans, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, le souhait du club, forcément, est de continuer avec lui. Il est jeune, il a fait ses preuves, comme vous dites, il est passé par il y a eu un moment où c'était pas facile, il l'a géré superbement, y compris sur le plan de la gestion du vestiaire, qui est un moment un peu tangué. Donc la volonté du club est de continuer avec lui, c'est certain, et le plus longtemps possible. Vous devez apprendre à vous connaître, à travailler ensemble, parce que Jocelyn Gourvenec disait c'est important la relation entraîneur-président. Oui, bah alors on a des rapports assez fréquents, on discute, c'est quelqu'un de construit, de réfléchi. Donc quand on se voit et qu'on a des réunions, ce sont des réunions
de travail avec des faits, des éléments bien préparés. Donc souvent c'est assez concis mais c'est dense. Donc oui, on apprend à se connaître au fur et à mesure et je pense que on a tous les deux un caractère finalement à mon avis qui est pas très éloigné, où on aime bien être concis et précis et professionnel. Donc ça se passe dans cet esprit-là et je pense qu'il y a une relation effectivement de confiance qui est en train de se créer. Est-ce que vous prévoyez des évolutions dans le management de ce club ? On disait qu'il n'y a pas de directeur sportif, mais il y a un directeur technique qui est Ulrich Ramé. Bon, ça y ressemble quand même. Ça y ressemble beaucoup. Il y a une cellule de recrutement. Est-ce qu'il y a des améliorations à venir ou aujourd'hui, ce système-là fonctionne bien ? Moi, je pense qu'il fonctionne très bien. Donc, alors comme vous dites, Ulrich Ramé n'a pas le titre de directeur sportif. C'est parce que Jean-Louis Trio n'aimait pas directeur sportif. Et il disait ça sert à rien, il disait. En riant qu'il fallait l'appeler directeur technique pour, comme il disait, faire chier les journalistes. Voilà, parce qu'il avait dit qu'il ne prendrait jamais de directeur sportif. Donc le directeur technique a des prérogatives qui vont de l'équipe pro à la formation féminine. Et sur Ulrich Ramé, le constat est le même que sur Jocelyn Gourvenec. C'est quelqu'un de très pro, qui connaît tout sur le bout des doigts, qui prépare ses dossiers. Donc le fonctionnement du sportif, à mon avis, est très bon. Après, la cellule de recrutement, c'est pareil. Je veux dire, à un moment, on a l'impression qu'à Bordeaux, dès qu'il y avait un trou, on marchait dedans à écouter les journalistes. Bon, après, je veux bien écouter les critiques, il n'y a pas de problème. Mais, enfin, je dis pas ça pour vous. Mais d'une manière générale. Mais je le prends quand même pour moi. Non, mais je pense que mais il y a des phénomènes de mode. De toute façon, on le voit bien. Il n'y a pas que dans le sport. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quelqu'un prend le bonnet d'âne, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis pendant 3, 6, ou enfin pendant une période donnée, il prend les colibés avec son bonnet d'âne sur la tête. Bon, très bien. Maintenant, si on se regarde de manière objective, à un moment, j'ai entendu dire que la formation était nulle à Bordeaux. On est, je crois, le 4e centre de formation français, dans le top 10 européen. Donc bon, voilà, alors on a la malchance en France d'avoir l'Olympique Lyonnais qui est le 2e, je crois derrière Barcelone, mais avec des moyens inférieurs. Donc dans les faits, qui peut quasiment, enfin je pense que c'est le meilleur club formateur européen pour moi, l'Olympique Lyonnais. Donc peut-être que si on compare à ce qui est proche géographiquement, on est moins bon. Enfin, j'ai du mal, franchement, à acheter l'idée qu'on est nul quand on est le 4e français et le 9e européen, qu'on a aujourd'hui la moitié ou qu'on a eu certains matchs, je sais plus samedi dernier précisément, mais qu'on peut avoir la moitié de l'équipe type de joueurs formés au club. Bon voilà, tant qu'on est nul comme ça, moi ça me va bien. Sur le recrutement, c'est pareil, on était nul. Toujours pareil, si on prend, on peut pas avoir raison à tous les coups, mais aujourd'hui le recrutement, il y a eu Malcolm il y a un peu plus d'un an. Là aussi, si c'est nul, ça me dérange pas d'être nul comme ça. Sur cette année, Sabali, Camano, Sankaré. Alors Sabali prêté. Prêté, oui, non, mais... Sans option d'achat. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement aussi. Évident. Mais bien sûr, il est prêté, mais ça c'est parce que financièrement, et puis aussi le PSG voulait le garder. Hein. C'est pas non plus pour rien qu'ils veulent le garder, c'est qu'ils croient en lui. Donc là, on n'a pas eu le choix, mais il vaut mieux le prendre prêté que pas le prendre du tout. Donc c'est aussi le mérite de la cellule de recrutement d'identifier ces profils-là et de se les faire prêter, ce qui n'est pas une mauvaise opération financière. Alors c'est sûr que là, on regrette mais c'est pas le club qui n'a pas voulu mettre d'option d'achat. Hein. Le PSG croit en lui et il démontre qu'ils ont raison de croire en lui. Donc voilà, donc moi j'ai pas du tout l'impression qu'on est mauvais sur ces fonctions-là. Mais voilà, si on m'explique pourquoi, moi je suis prêt à l'écouter. Mais si c'est juste dire Bordeaux est nul parce qu'il pleut aujourd'hui, bon. Vous expliquez la formation, c'est vrai, 4e au niveau des centres. Ils sont en CFA2. C'est là où le bas blesse. Alors. Est-ce que ce serait mieux d'être en CFA ? Je pense que le vrai problème, ça aurait été de descendre d'un cran plus bas. Et le début de saison a pu le laisser craindre, parce que là, il y a un vrai problème au-delà du prestige du club, un problème de formation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils seraient retrouvés à jouer à un niveau qui est vraiment pas le leur. CFA, CFA2, il y a une différence, mais quand même moins importante qu'entre CFA2 et Honneur. Oui, c'est Honneur. Ex-Honneur, c'est régional 1. Régional 1, pardon. Je
suis vieux. Ah, il faut s'y faire. Ouais. Faut tout et ça change encore l'année prochaine. Ah bon, donc, alors je vais pas retenir. Alors, ouais. je vais rester sur honneur et j'apprendrai l'année prochaine. Donc oui, c'est une déception parce que c'est aussi eux. Ça fait partie du jeu aussi. Ils jouent et puis on leur fixe des objectifs, même si c'est pas des objectifs vitaux, ni financièrement, ni pour le club. C'est bien aussi qu'ils travaillent avec des objectifs. Il y a aussi des raisons. Ils sont descendus sur une saison où l'équipe E1 avait eu de nombreux blessés, de nombreux problèmes. Donc c'est vrai que l'an dernier, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés de CFA et forcément, le niveau s'en ressent. Donc je sais pas, je pense que l'équipe de CFA aurait fait la saison passée avec l'effectif de début de saison, il serait probablement pas descendu. Est-ce que la formation reste un axe prioritaire à Bordeaux? Oui, absolument, oui. Oui, c'est un axe prioritaire. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher des joueurs à 15-20 millions. C'est un peu une obligation. Oui, c'est un peu une obligation, oui. Après, ça peut être aussi les joueurs à 15-20 millions, rien ne dit qu'on n'ira pas les chercher un jour. C'est aussi enclencher un cercle vertueux. Attention, ça va être répété, amplifié, et vous savez ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. On coupe au montage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un moyen d'enclencher un cercle vertueux. C'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui va chercher des joueurs à 15-20 millions, c'est aussi parce qu'ils ont un centre de formation où dès qu'ils touchent un gamin et qu'ils le font monter en équipe 1, il devient titulaire au match suivant. Et puis ils les vendent parfois. Donc c'est aussi en vendant ces joueurs-là qu'on peut aller chercher des Depay, par exemple, qui sont allés chercher. Donc c'est pas totalement dissocié. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas dans une situation a priori d'aller chercher des joueurs à 15-20 millions, mais les progrès éventuels que peut faire le club, et notamment à travers la formation de joueurs, permettra peut-être un jour de revenir dans ces contrats-là. Est-ce que vous avez, en tant que président délégué salarié, plus de pression que le président non salarié Jean-Louis Triot par rapport à l'actionnaire? Ça aurait peut-être pu être ma première question, mais ça sera la dernière. Bon, sans doute. De toute façon, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a plus de pression. Il y a une crédibilité à construire que Jean-Louis Triot, indépendamment du fait qu'il était bénévole, n'avait pas à construire parce qu'il avait derrière lui 20 ans de réussite à la tête du club. Donc je ressens plus la pression par rapport à ça que par rapport au fait d'être salarié. Vous n'avez pas un bâton, vous tendez vos doigts, si ça marche pas, on vous tape dessus, et au bout de 4, c'est fini. Il n'y a pas ça. Non. Il y a une vraie relation de confiance entre vous et l'actionnaire. C'est ce que je disais au début, la confiance, ça se mérite. Donc aujourd'hui, il y a une situation de confiance. C'est sûr que il faut aussi que je fasse mes preuves et être à la hauteur et mériter la confiance qui m'a été faite.